Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 150 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Michael Jordan. Alors, déjà, première chose, épisode du Basket Lab numéro 150. Ça reste un palier, ça reste symbolique, ça reste un palier sympathique à passer et comme à chaque fois, le hasard fait bien les choses, mais à chaque fois qu'on passe un peu un palier des 50, on est sur un épisode significatif, je dirais, puisque bon, le premier, c'était le lancement du Basket Lab, le 50, c'était le lancement de la centaine, notre grande saga d'intersaison de l'été dernier, le 100, épisode numéro 100 du Basket Lab, c'était la conclusion de la centaine, avec LeBron James, et là donc, le numéro 150, nous allons parler de Michael Jordan. Et je suis d'autant plus ravi que c'est un thème et un sujet que je voulais traiter depuis avant la création du podcast. Donc là, ça tombe sur pile le 150. C'est un peu symbolique, c'est toujours un peu sympa. Et donc, nous sommes dans notre saga de crossover, petit jeu de mots crossover et summer été intersaison. Notre saga où durant l'intersaison 2023, nous faisons des crossovers de sport, avec du foot, avec du rugby, avec du foot US, etc. Mais aussi des crossovers avec des guests stars, et des manières de traiter le basket différemment. C'est-à-dire que toute l'année, on parle de basket d'un point de vue analyse et d'un point de vue du jeu, de la tactique, du scouting, des stats. Mais donc, là, dans notre saga d'intersaison, on en profite pour parler de basket un peu différemment. Donc, évidemment, vous vous doutez que si Michael Jordan atterrit dans le crossover, c'est qu'on ne va pas parler, à proprement parler, du jeu de Michael Jordan, on ne va pas analyser son jeu, on va pas faire ce genre de perspective qu'on pourrait faire d'habitude. On va traiter Michael Jordan d'un point de vue assez différent. Mais surtout, ce ne sera pas un épisode sur Michael Jordan, ce ne sera pas 2 épisodes sur Jordan, mais bien 3, puisqu'aujourd'hui démarre la trilogie Michael Jordan. Avec donc 3 épisodes, 3 manières différentes, 3 angles différents pour traiter d'un même thème qui est notre rapport à Michael Jordan. Et quand je parle de rapport, je parle de la perception qu'on peut avoir de Michael Jordan, sa place un peu symbolique au sein de l'histoire, au sein du sport, au sein du basket, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, premier numéro de cette mini-trilogie Michael Jordan. Aujourd'hui, nous allons parler de Michael Jordan, mais aussi d'autres grandes figures sportives à travers la notion de mythe et de légende. Donc, première approche un peu plus philosophique, on peut dire, de notre perception aux différents mythes et notamment aux grandes figures de sport, dont Michael Jordan, bien entendu. Et donc, pour traiter de ce premier sujet avec un angle un peu philosophique, autour de la question du mythe et des légendes et notre rapport à ce genre de figure un peu mythique, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur le podcast Thibaut Leplat. Thibaut Leplat que vous connaissez peut-être, philosophe et d'autre part aussi auteur sur le football, correspondant longtemps en Espagne pour SoFoot et pour plein d'autres organes de presse français et notamment auteur aussi de nombreux livres sur le football. Et donc Thibaut nous fait le plaisir de se joindre à nous et nous éclairer sur ce côté mythique des grandes figures du sport avec sa double casquette de philosophe et grand amateur de sport et notamment de football. Donc aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, premier numéro de cette trilogie Michael Jordan avec les grandes figures mythiques du sport. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour notre saga de crossover avec aujourd'hui un invité, vous allez voir, avec qui on va parler à la fois de foot et de basket peut-être, et aussi de philosophie. c'est l'épisode du jour. Et donc aujourd'hui, on reçoit Thibaut Leplat. Comment ça va, Thibaut ? Salut Guillaume, salut tout le monde. Très bien, merci, très heureux d'être là. Ah bah vraiment, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Je suis un peu un escroc, parce que cette série de crossover,
c'est un peu un prétexte pour moi de parler avec des gens que j'aime bien. Donc bien sûr, tu fais partie de la liste. On va voir, ce sera toujours le cas à la fin. Bon, alors Thibaut Leplaque, vous connaissez, philosophe évidemment, auteur de livres sur le foot aussi, bien sûr, que je vous encourage à aller lire aussi. Et tu es depuis assez peu, je crois, rédacteur en chef de la revue de l'After. Oui, c'est ça, depuis récent, depuis début janvier. Ouais. De l'After Foot, bien sûr. De la revue papier et consultant pour l'émission, toujours. Effectivement, ouais. Tu es aussi devenu consultant depuis 2 ans, je crois, pour l'émission. Oui, 2 ans, ouais, c'est ça. À quel point d'ailleurs ça te change de traiter de l'actualité comme ça Ah bah, tu prends des coups. Tu prends plus de coups. Tu prends plus de coups, tu te fais peut-être moins, tu te fais pas mal d'ennemis, mais aussi plein de nouveaux amis. Donc c'est plutôt bien. Donc c'est plutôt bien. Puis c'est une super émission, donc toujours un plaisir d'y aller. Et ouais, c'est une super opportunité d'essayer de parler un peu de sport et de football un peu autrement, quoi. Le philosophe doit-il rester en ermite à faire ses réflexions ou alors au contraire venir débattre? Moi j'appartiens plutôt à l'école Socrate, quoi, c'est-à-dire enseigner sur l'agora. Ouais, c'est ça. Ouais. Auprès des gens, voilà, c'est enseignement vivant, quoi. C'est pas, il y a différents types de manières d'enseigner la philo. J'en ai fait plusieurs manières et là maintenant je fais ça. C'est au milieu de la place publique, donc parfois ça dérange, parfois ça attire du monde, ça dépend, quoi. Le philosophe est pas nécessairement dans sa tour d'ivoire, quoi. Non. Il a besoin de s'isoler parfois parce que le travail de philosophique est un travail de réflexion, de distance, de méditation aussi en partie, d'études, parce qu'on philosophe pas dans le vague, on philosophe à partir de grands textes, à partir de la pensée. Donc c'est exigeant en temps. Mais après tout ce qui est de la pratique de la philosophie, cet enseignement n'a de valeur que s'il est mis en pratique. Le meilleur moyen de le mettre en pratique, c'est d'aller dans la caverne, d'aller sur la place publique et essayer de faire de son mieux pour essayer d'intéresser un peu des gens, quoi, allumer quelques étincelles ici ou là. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que t'as une double casquette donc c'est la philosophie et aussi tu connais aussi beaucoup le foot. T'as été correspondant aussi en Espagne pendant longtemps. Ouais. Travaillé à SoFoot, aujourd'hui l'After, etc. Quoi. Donc tu étais vraiment l'invité parfait pour moi aujourd'hui. Donc, encore une fois, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Juste aussi question, du coup, puisque tu dois pas faire tous les jours des podcasts basket. Quel est un peu ton rapport au basket et à la NBA est-ce que tu suis ça d'un peu loin? Est-ce que tu connais un peu? Quel est un peu ton rapport avec ça? Bah, ça a été quand j'étais plus dans ma jeunesse, j'ai suivi un peu. Bon, moi, Michael Jordan, évidemment, ça me parle parce que c'est ma génération. Ouais. Donc je suivais un peu ce qu'on pouvait en suivre à l'époque, c'est-à-dire pas grand-chose en fait. Quelques finales, voilà, plus des films, plus tout ce qu'on pouvait lire sur lui. Ouais. Et puis moins t'as accès à l'image, plus t'imagines, quoi. Donc ça reste un souvenir assez présent. Pour le reste, le basket, à vrai dire, j'ai assez peu de temps. Je suis de très loin un peu les grands joueurs, les grands événements, mais franchement, sincèrement, déjà le football prend tellement de temps. Oui, je comprends. Mais ça m'intéresse comme tous les sports co, enfin je sais pas, mais je suis très loin d'être un spécialiste en basket et je m'en excuse par avance. Ah non, mais tu fais partie de cette génération de Jordan quand même, tout de même. Ouais. Et comme tu dis, c'est un peu le thème du jour, hein, du coup, le moins on a de films, plus on imagine, c'est un peu ça. Parce que donc du coup, arrivons-en en fait, pardon. Oui, donc du coup, je t'ai invité pour essayer de parler de ça, un peu de ce thème finalement de Michael Jordan et on va dire des grandes figures mythiques dans le sport, on va dire. Donc le but aujourd'hui n'est pas de parler de jeu à proprement parler, de tactique ou de profil, sauf si tu veux le faire, hein, tu pourras bien sûr, mais plutôt aujourd'hui d'essayer de discuter du rapport qu'on peut avoir avec une figure comme Michael Jordan et donc peut-être aussi discuter d'équivalents dans le foot, qui sont un peu, je trouve, des figures donc un peu mythiques, un peu légendaires, ce genre de termes qu'on pourrait utiliser d'ailleurs. Et je voulais surtout faire ça parce que dans le basket, on a Michael Jordan qui apparaît justement comme un peu... Il a une aura un peu démentielle, à vrai dire, qui a, comme je te dis, un peu mythologique presque. Et c'est presque difficile de parler de jeu quand on parle de Michael Jordan, ou même, sans même dire remettre en question, vraiment de parler de jeu, de questionner ou de peser par rapport à ses concurrents, tellement il y a cette aura qui domine un peu tout. Donc le but aujourd'hui, c'est un peu de parler de ça. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses déjà, mais est-ce que dans le foot, il y a un peu des figures comme ça qui ressortent aussi avec une telle unanimité? Bien sûr, il y en a peut-être un peu plus. C'est lié à l'universalité du football. Oui.
il y a toujours le débat, quoi. Qui sont les plus grands, Pelé, Maradona, Cruyff, est-ce qu'il y a Zidane, est-ce qu'on met Messi dedans? Je crois que dans le sport et dans l'histoire des sociétés humaines, il y a toujours eu des figures comme celle-là qui servent de modèle et qui sont une forme d'héroïsme. L'héroïsme est quelque chose de fondamental en fait dans l'histoire des sociétés, parce que les sociétés sont d'abord des histoires qu'on se raconte, des histoires communes auxquelles on croit. Ouais. La première grande histoire européenne à laquelle on s'identifiait, ça a été l'Iliade, la guerre de Troie. Le premier grand héros étant Achille, grand guerrier, son duel avec Hector, et donc l'histoire du siège de la guerre de Troie. Et c'est un texte qui non seulement était un texte qui était un poème, un long poème à raconter comme ça avec une tradition orale, mais surtout qui était utilisé comme manuel d'enseignement et qui était une sorte de modèle pour la Grèce ancienne, les Grecs anciens, de modèle d'éducation dans lequel on transmettait des valeurs, les valeurs du combat, du courage, de l'engagement, de l'usage de la violence aussi. Et donc il a été, et notamment l'arrivée de la philosophie, notamment Socrate et Platon, s'est faite un peu contre cet enseignement-là, en disant on peut pas enseigner aux gamins, c'est à s'entretuer en quelque sorte, on peut pas enseigner aux gamins. Ouais. Il faut qu'on trouve un autre fondement qui soit pas ces histoires-là. Donc Platon a inventé ce qu'il appelle les idées, qui ont permis de donner une nouvelle orientation. Mais la grande problématique de Platon, c'était il faut éduquer les nourrices, quoi. Et les nourrices, pourquoi les nourrices? Parce que ce sont elles qui racontent les histoires aux enfants. Donc il a fallu trouver de nouveaux héros. Socrate fait figure d'un des premiers grands héros modernes, si je puis dire, mais qui était plus sportif, quoi. Mais Achille est le premier grand héros. Il y a eu un autre qui, pareil, issu de la guerre de Troie, et c'est un peu la suite, quoi, de l'Iliade, si je puis dire, c'est l'Odyssée, avec la figure d'Ulysse, où cette fois-ci on passe de Achille, le héros de la force, le héros du courage, face à Ulysse, le héros aux 1000 tours, qui est Ulysse l'audacieux, Ulysse l'intelligent, Ulysse qui n'utilise pas la force mais qui utilise la ruse. Et Ulysse a été comme ça pendant très longtemps. Il est toujours une figure un peu de l'intelligence, une figure de l'intelligence en action contre la force. Et se sont construits comme ça dès le début de la civilisation des modèles. Sont venus après, alors avec la religion, que le christianisme, ont été les saints, ça a été l'évangile, les apôtres, toutes ces histoires-là. Pareil, des personnages, quoi, des personnages qui ont une destinée, qui ont un voyage initiatique. Et avec l'avènement du sport et de la société, je vais très vite, mais l'avènement du sport et de la société industrielle, les sportifs d'élite, et en particulier les sportifs professionnels, sont devenus, à leur tour, sont venus occuper cet espace-là, cet espace d'héroïsme. Ouais. Ils ont occupé plus directement l'espace qui était réservé aux soldats héros, jusque dans les années moins dans les années 40, mais jusque dans les années 30, notamment par la guerre 14, les soldats, les grands soldats, les grands maréchaux étaient des êtres, des figures, des espèces de statues du commandeur, comme ça, dans le débat public et dans l'imaginaire français. Donc t'es déjà un peu d'accord avec cette thèse que nos grands sportifs, c'est un peu la mythologie des temps modernes, en fait? Ah, tout le monde, complètement, hein. Oui, bien sûr, les grands sportifs épousent complètement le récit mythologique. C'est je crois, une de leurs fonctions. Si on essaie d'expliquer leur importance et leur universalité, ça vient de là. Ça vient de l'idée que le personnage du sportif vient occuper un besoin, vient répondre à un besoin d'identification. Et alors du coup, au niveau parce que j'ai cherché un peu, parce que j'avais un peu cette idée en tête, mais sans la précision des termes, je suis un peu allé regarder au niveau des définitions, de comment est-ce qu'on peut définir un mythe ou ce genre de choses. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas forcément un consensus là-dessus. Comment est-ce que toi, tu nous dirais, tu nous définirais un peu plus précisément ce qu'est un mythe, justement? Alors le mythe, ça vient du grec moutos, qui est l'histoire, et qui vient s'opposer au logos, qui est le discours de la raison. D'accord. Le moutos, c'est le discours qui, notamment chez Platon, vient répondre à une impasse du discours rationnel. C'est-à-dire quand tu as une contradiction, l'histoire, l'imagination, la transfiguration du discours en quelque chose de poétique vient répondre aux impossibilités de l'action. Exemple, comment expliquer que les philosophes, par exemple, soient mal vus en société. Alors, c'est l'allégorie de la caverne. Il va raconter l'allégorie de la caverne. Comment expliquer l'apparition de l'écriture, par exemple, une grande énigme de l'ethnologie. Comment est née l'écriture?
eh bien c'est le mythe de Teut à la fin de la République. Mais il y a d'autres mythes comme ça. Comment expliquer qu'un homme puisse devenir un dieu, qu'un dieu puisse devenir un homme dans l'Évangile? Ben c'est l'histoire de l'ange Gabriel, quoi. C'est l'histoire de l'ange Gabriel qui, par la parole de Dieu, vient féconder Marie. Comment être conçu sans péché. Voilà, c'est des choses qui sont, c'est du discours mythologique, c'est-à-dire que c'est pas un discours rationnel et qui mobilise non pas le savoir mais la croyance. Oui, du coup, c'est ça que j'ai un peu vu, c'est parce que, du coup, selon certains philosophes, on a vraiment des définitions qui peuvent un peu varier, mais comme tu dis, alors, on a Platon, chez Platon, c'est un peu, j'ai lu que le mythe est un peu une allégorie, comme tu dis, pour transmettre des idées. Oui. Chez Voltaire, du coup, chez les Lumières, on est plutôt sur de la fable convenue, une histoire pour grands enfants, finalement. Ouais. J'ai lu que chez Carl Jung ou Freud, on est plutôt sur un rêve collectif, on va dire, enfoui dans la profondeur de la psyché humaine, on va dire. Chez Lévi-Strauss et Durkheim aussi, qui n'est pas la défense du RC Strasbourg. Je pique une des vannes de Julien Cazard. Pardon. On parle de langage primitif destiné à former l'individu. Mais surtout, du coup, je suis tombé sur une définition qui m'allait le plus, en tout cas qui correspondait le plus à ce que j'avais en tête. C'est par rapport à Évémer, l'évémérisme, pardon. Chez qui, du coup, le mythe, donc c'est un mythologue 3e siècle avant Jésus-Christ, chez qui le mythe est un fait historique qui est déformé, en fait. Et les dieux sont des personnages illustres qui ont, entre guillemets, atteint l'immortalité par l'admiration de l'homme. Et je crois que c'est vraiment cette définition-là qui correspond le mieux à nos grands sportifs, nos grandes figures. Par exemple, un des mythes, je cherche un mythe, mais évidemment, le premier grand mythe, c'est la création du monde. Comment ça se fait qu'il ait quelque chose plutôt que rien? Oui. Et c'est le mythe de la création, alors chez les Grecs, et c'est la personnification de la nature. Comment expliquer que il y a des saisons? Comment expliquer qu'il y ait des événements climatiques? Donc chaque élément va avoir son dieu, et on va expliquer ça à travers les humeurs de chacun. Au fond du mythe, il y a d'abord une croyance, quoi, une incompréhension en fait face à la réalité, et après chacun va y apporter sa sensibilité, et il est là pour le récit en fait du mythe. Ce qui est la force du mythe, c'est de mettre en récit ce qui au départ a quelque chose d'incompréhensible. Oui. Et après t'as différents rapports au mythe. Effectivement, t'as des mythes constitutifs. Alors c'est Jung, c'est l'inconscient collectif. Chez Freud, ça va être le roman que chacun va se raconter quand il va faire quand il va faire sa cure analytique. Oui. Ce qu'on va se raconter sur l'histoire de nos parents, etc. C'est pareil, c'est une narration. Chez Ricoeur, c'est l'identité narrative, c'est les récits qui viennent mettre de la rationalité, de la cohérence là où il y en avait pas. Et c'est comme ça que se définit l'identité aussi, à travers un récit. Qui je suis, hein, un récit, c'est d'abord je, c'est capable de dire je, c'est un sujet grammatical, quoi. Qui dit je? Qui est je? Bref, le mythe a une fonction initiatique, il y a une fonction de formation. Parce qu'on ne se nourrit pas que de raison, parce qu'on ne se nourrit pas que de formules mathématiques, on se nourrit aussi d'identification, de mimésis, de capacité d'imitation et de grands héros. Et le sport et les grands sportifs sont intimement liés à l'enfance. Chacun en se formant, et il faut lire Freud le raconte très bien ça. Comment l'enfant va s'identifier pour pouvoir sortir de son statut d'enfant et grandir, ne plus s'identifier strictement à ses parents, donc ça c'est le complexe d'Oedipe, et ensuite sortir du foyer familial à travers l'identification multiple extérieure, avec des modèles qui va se trouver, qui va s'improviser. Alors pour les uns ça va être Jordan, l'autre ça va être Mbappé, les autres ça va être Maradona, avec la force que peut avoir et l'intensité que peut avoir une identification d'enfant. Parce que quand on a pour modèle un grand joueur, c'est plus qu'un modèle théorique, c'est vraiment, on est ce grand joueur-là. Il y a une proximité que jamais tu retrouves après. C'est pour ça, à mon avis, qu'il y a la force de l'identification et la force des sportifs, c'est leur capacité à mobiliser l'enfance, quoi. Et c'est quelque chose qui te reste, quoi. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais, moi, Jordan, je m'en souviens, c'est un souvenir d'adolescent. Effectivement, c'est l'admiration totale pour un joueur extraordinaire et qui te marque, quoi, qui te marque et qui te constitue dans ton admiration. C'est par l'admiration. Et le génie du mythe, c'est de comprendre que c'est par l'admiration qu'on arrive à éduquer. C'est par l'admiration et donc par l'imitation ensuite qu'on peut éduquer. D'où l'enjeu, effectivement, central du statut des grands sportifs. Et c'est la raison pour laquelle ils sont souvent brocardés. Parce qu'on dit toujours, est-ce qu'ils sont exemplaires, est-ce qu'ils doivent être exemplaires ou pas? Ils le sont de fait, ils l'ont toujours été.
Oui, qui est une problématique qui remonte à pas mal d'années. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que tu parles de cette identification à l'échelle de l'individu qui est très importante, surtout comme tu dis dans les jeunes années. Mais même à une échelle plus collective, on va dire, tu t'en parlais. J'avais lu aussi un truc sur ce côté-là où on dit le mythe est une membrane qui permet à une société de rester soudée. Alors, dans le cadre du sport, on parle pas de la société en entier, mais peut-être juste de la communauté sport, on va dire. Mais c'est vrai que ça offre une destinée et un récit commun. Je crois que c'est peut-être aussi le terme qui est important, je trouve, c'est ce récit commun. Et notamment l'exemple de Michael Jordan, c'est un peu ça, parce que Jordan, pour le coup, en NBA ou en basket, fait un peu figure d'unanimité. Il rassemble à peu près tout le monde sur notamment la question de c'est lui le GOAT, le fameux terme du GOAT. Mais c'est vrai que pour le coup ça soude et ça rassemble la communauté basket autour de ça. Je pense que Pelé aussi, d'ailleurs en foot c'est un peu ça. Pelé, peut-être on en parlera, pas grand monde l'a vu jouer, mais c'est un peu la figure mythique de la Coupe du Monde qui est la plus grande compétition avec toujours le plus de prestige encore aujourd'hui, et c'est le mec qui l'a gagné le plus de fois possible. Et donc il y a aussi ce côté non seulement individuel, tu t'identifies à des sportifs. Moi, à l'époque, c'était Guillermo Coria, pour le coup, un tennisman. Mais même à l'échelle collective, il y a un récit commun qui passe aussi à travers le mythe, en fait. Ouais, alors après, une particularité du mythe, c'est qu'il doit être vivant. D'accord. C'est-à-dire que le mythe, c'est de s'entretenir. C'est du mémoire au présent. Dans le cas de, par exemple, Jordan, ce qui est intéressant, c'est la réactivation du mythe avec le fameux documentaire The Last Dance, qui a permis de réactiver le mythe parce qu'il était petit à petit peut-être en train de disparaître, et que c'est un peu le rôle des héros, quoi. Tu disais quand est-ce que ce documentaire a été décidé d'être mis en production, comme on dit. C'était en 2016, le jour des finales où LeBron James allait gagner les finales ou avait gagné le titre. Ouais. Donc c'était un peu un côté LeBron James, peut-être un gros concurrent qui débarque. On va réactiver la machine, et effectivement, c'est comme tu dis, il y a ce côté sur le côté présent, en tout cas, ça me parle beaucoup parce que y a cette machine qui effectivement est entretenue avec Jordan. Alors, pas que pour desservir sa majesté Jordan et son ego. Il y a aussi, je pense, un devoir de transmission peut-être, de faire apprendre aux nouveaux découvrants, aux jeunes, cette culture-là. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté récit commun, et il y a aussi un autre aspect tu l'as évoqué tout à l'heure, de la société qui a besoin de mythes, qui a envie et besoin en un certain sens, d'une certaine transcendance, peut-être entre guillemets, peut-être pour expliquer la place de l'homme, ou en tout cas pour s'identifier à des héros qui font fonction d'exemple. Bien sûr, et parce que pour faire tenir des groupes ensemble, il faut être capable de comprendre que tu appartiens à quelque chose de plus grand que toi. Oui. La nation est l'un des mythes les plus importants, ce que d'autres appellent le roman national aussi. La nation, c'est l'idée qu'il y a une sorte de solidarité invisible entre les membres d'une même société. C'est une idée assez récente, ça. La nation, ça date du 19e siècle. Enfin, la fin du 18e avec la Révolution française. C'est l'idée que y a quelque chose, il y a un lien invisible que partagent des individus, qui relie les individus entre eux, fait de choses très abstraites comme des principes, mais aussi de choses très concrètes comme des héros communs. Oui. Des héros communs, des événements fondateurs, donc la prise de la Bastille, Danton, Robespierre, Louis XVI. Là, je regardais tout à l'heure la bande-annonce du Napoléon de Ridley Scott. Je m'attends à avoir des levées de boucliers, à mon avis, des historiens français sur Napoléon, évidemment. Parce que certains vont dire que ça ne respecte pas le personnage historique, d'autres vont dire que ça va être simplement de la mythologie, c'est-à-dire qu'une manière de réactiver le mythe de Napoléon. Bref, ce sont des croyances communes, donc c'est à travers les croyances communes que tu peux arriver à envisager un destin commun. Ouais. C'est quelque chose qui est fondamental en fait dans les sociétés, et la société dans laquelle on vit, où les mythes les uns après les autres s'effondrent, toutes les figures d'autorité, toutes les figures un peu de transcendantes s'effondrent, et c'est un peu ça la culture un peu post-coloniale, ou la culture décoloniale, et la culture je dis sans jugement de valeur, simplement en description, l'idée que ce qu'on appelait entre guillemets la cancel culture. C'est effectivement un sujet très compliqué pour nous en Europe, parce que nous on est totalement traversé de figures légendaires, importantes, de grands auteurs, de grands peintres, de grands artistes. Et les uns après les autres, en fait, ils s'effondrent, les mythes s'effondrent. Un tel parce qu'il a eu tel comportement, l'autre parce qu'il a commis tel type d'acte répréhensible, et on transforme le personnage en personne. Et que ce soit même le mythe de la nation est devenu un mythe très compliqué à mobiliser maintenant.
plus d'armée, il y a le nationalisme, le mythe du sauveur, si je puis dire, du gaullisme par exemple, est terminé avec De Gaulle. Le communisme, le mythe de la révolution, des lendemains qui chantent, s'est effondré lui aussi. Il ne reste plus grand chose en fait. Il ne reste plus grand chose. Donc effectivement, à cette place-là, se sont immiscés les sportifs, les grands sportifs. Alors certains vont le célébrer, d'autres vont le déplorer. Mais quand on voit par exemple l'importance d'un personnage comme Mbappé et son admiration notamment pour LeBron James, on voit l'importance politique que peut avoir le processus d'identification, parce que personne n'a jamais voté pour Kylian Mbappé. Et pourtant il se sent représentatif de quelque chose, de la France et de son lien avec notamment le basket américain. Oui, c'est marrant parce que si on fait l'analogie de ce concept de la nation que tu viens de faire, du coup sur le monde du sport, on a des Pelé, Maradona, Cruyff, Beckenbauer qui sont un peu les héros qui maintiennent aussi cette nation foot entre guillemets. Ouais. Pareil avec les figures basket évidemment, pareil dans un peu tous les sports. Toi tu envisages le mythe individuel comme partie du mythe collectif, c'est-à-dire que le fait que tout le monde croit par exemple en Beckenbauer ou croit en Cruyff fait la nation football, c'est ça que tu veux dire? Je vois ça un peu comme la mythologie grecque en fait, comme une mythologie où t'as une grande histoire et dans cette grande histoire, il y a des héros quoi. Une sorte de panthéon de C'est un peu ça, ouais. Exactement. Et on parlait justement là des héros qui font fonction d'exemple avec cette notion aussi. C'est marrant, tu disais la cancel culture ou d'autres phénomènes comme ça, c'est repasser du personnage à la personne. Et effectivement, alors que le truc du héros, de ce que j'ai lu, c'est que il y a cette notion de un peu surhumaine, un peu justement qui n'est pas un simple humain. Le personnage n'est pas la personne. C'est le héros n'est pas l'homme. Parce qu'il c'est un homme réinterprété. Je veux dire, même l'existence réelle de l'homme est presque secondaire. Savoir si Jésus a existé, si Zeus existe, ou si c'est pas le problème en fait. C'est pas ça le problème. Oui, c'est la symbolique qui compte, tu veux dire. Voilà, c'est la symbolique qui compte. Si Ulysse a existé ou pas. Il y a des gens qui cherchent où était Troie et ou qui essaient de refaire le parcours d'Ulysse en Méditerranée. C'est absurde en fait. C'est pas du tout le sens. Le mythe a effectivement une fonction mobilisatrice, et effectivement tu as raison, dans le sport il y a un certain panthéon auquel il faut croire pour pouvoir croire à ce sport. Oui, c'est ça, ouais. Effectivement, si tu considères que Michael Jordan était un mauvais joueur ou que tu le connais pas par exemple, tu vas avoir du mal à comprendre la NBA, tu vas avoir du mal à comprendre beaucoup de choses. En football, si tu considères que tu ne sais pas qui est Messi ou tu ne sais pas qui est Ronaldo, tu vas rapidement, être confondu et on va rapidement te traiter d'imposteur ou d'ignorant, quoi. Oui, ça fait partie des codes ou du langage, en fait. Voilà, c'est comme une sorte de grammaire, quoi, qu'il faut connaître pour pouvoir, et c'est un imaginaire commun, en quelque sorte, un imaginaire commun qui permet de faire groupe, faire société, faire nation, faire football ou faire basket. Ouais. Oui, parce qu'en plus, dans le héros, comme donc on le représente, donc la mythologie, mais même aujourd'hui, il y a cette notion de porteur de valeurs grandioses aussi, qui est assez intéressante, parce que tu parlais de Achille tout à l'heure, au tout début. Achille, c'est le héros imbattable. Comme tu disais, dans le combat, personne n'est aussi fort que lui, etc. Je trouve qu'on a un peu ça aussi avec Michael Jordan, qui était le joueur imbattable, ou ce genre de choses. Tu vois, pour des qualités basket, mais pas que, et même surtout aussi pour des qualités mentales, de persévérance, de compétitivité extrême. Et donc on retrouve un peu ce côté porteur de valeurs grandioses, et ce côté un peu surhumain du coup, parce qu'il n'est pas comme les autres. Maradona, c'est peut-être un peu un côté, le talent à l'état pur, peut-être, touché par la grâce divine. Voilà, des Cristiano Ronaldo ou des Kobe Bryant, c'est un peu le côté détermination dans le travail à l'extrême qui amène un niveau de jeu très élevé. Je sais pas, d'autres exemples. Shaquille O'Neal, c'est Hercule, le mec plus grand que tout le monde et hyper costaud, etc. Verratti, c'est Dionysos. Non, pardon, ça c'est c'est la petite blague au passage. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté porteur de valeurs grandioses, quoi. C'est aussi des vecteurs, et c'est pour ça que ce sont des symboles, c'est que ce sont des vecteurs de certaines valeurs qu'on veut reproduire, et c'est comme ça qu'ils ont été élevés à ce rang de mythe, peut-être. Les grands champions sont des miroirs, oui. qui nous sont tendus et la question de leur intention est totalement secondaire en fait. Est-ce qu'ils ont voulu être comme ça? Je vais te dire, même si plus ils le veulent, moins on y croit. Oui, c'est ça, ouais.
En revanche, c'est le sens que peut avoir leur performance à un moment ou à un autre, leur discours, leur personnage. Ça réveille des choses qui sont immergées, des choses qui sont implicites et qui sont des valeurs universelles. En quelque sorte, le problème du courage, c'est toujours le même depuis 3000 ans. Quoi. Oui, on se pose pas la question de la destinée humaine, de la rivalité avec le divin, de l'immortalité de l'immortalité du champion, de l'immortalité du héros. Le héros, par définition, c'est celui qui n'est pas un dieu. Donc c'est celui qui va essayer de trouver l'immortalité par un autre moyen. C'est celui qui ne va pas être éternel et qui n'est pas immortel et qui va essayer d'être éternel. C'est Vernon qui fait cette distinction-là. C'est-à-dire que comment il va survivre en dépit de l'aspect périssable de sa chair, comment il peut survivre à travers le souvenir, à travers le rite, à travers l'imaginaire. Et que le moyen qu'ont trouvé les hommes pour rivaliser avec les dieux, c'est la mémoire. Et donc ça, c'est effectivement la réactivation de la mémoire est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose qui est le cœur même du mythe, c'est la répétition. La répétition. Oui, parce qu'il y a, comme tu dis, on peut enchaîner là-dessus, mais il y a un mode de transmission orale aussi dans le mythe. Alors, jusqu'à aujourd'hui ou pendant longtemps, c'était ça, c'est un mode de transmission orale. Et le fait est aussi que ce côté oralité et fréquence ou récurrence de raconter cette histoire encore, c'est ce qui crée aussi cette symbolique, parce que on est vraiment, il n'y a pas une exactitude du propos, il n'y a pas une exactitude de l'histoire en elle-même. C'est aussi peut-être un esprit et une idée derrière l'histoire, quelle que soit la manière dont elle est racontée, peut-être. C'est l'exactitude du sentiment. Du sentiment produit. L'aspect factuel est secondaire dans la mythologie. Et encore heureux, parce que sinon, si on serait bien malin d'essayer de trouver des dates ou des lieux précis, c'est secondaire ça dans la mythologie. Après, dans la mythologie sportive, t'as une mythologie propre qui est la mythologie du record. Ouais. Qui est encore autre chose, qui est une spécificité du mythe sportif. C'est l'idée qu'on va battre sans arrêt des records du monde. Donc il y a des records du monde, des records de points, des records où c'est une forme ça entretient une forme de circularité. C'est-à-dire que tu tournes en cercle fermé, en fait. Tu vas battre le record de points dans un match de conférence. Tu vas battre le record de points mais tu es à la fois le juge et partie, je peux dire, tu es le critère, et en même temps, c'est pas un événement historique, battre un nombre de records de points. C'est pas un événement qui va jamais se reproduire. C'est par définition, ça se reproduit. Parce que les conditions sont égales. Le record du 100 mètres, par définition, tu peux le comparer qu'à un autre record du 100 mètres. Tu peux pas le comparer à la prise de la Bastille ou à la Deuxième Guerre mondiale. C'est un événement d'une autre nature. Enfin, et c'est pour ça qu'on chronomètre, on mesure, parce que ça permet d'entretenir la circularité du mythe. C'est-à-dire, il a battu son propre record, il a battu le record, et c'est un truc qui tourne en rond. C'est pour ça que le sport, en fait, est un aspect rituel. Ce qui définit le rituel, c'est la répétition. Il y a rien qui ressemble plus à un match de basket qu'un autre match de basket. Oui. Il y a rien qui ressemble plus à un joueur de basket qu'un autre joueur de basket. Sauf que qu'est-ce qui, à l'intérieur de ces régularités, à l'intérieur de ce cercle, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, quelque chose va se produire et ce cercle-là va avoir plus de valeur qu'un autre. Mais tu peux le mesurer qu'à partir de son sport à lui-même, éventuellement par rapport aux autres sports, mais par rapport à un événement historique, un personnage historique, ça n'a pas de valeur, en fait. Ça n'a pas de valeur parce que c'est peut-être évidemment beaucoup moins grave, mais surtout, c'est d'une autre nature, en fait. C'est une autre manière d'entrer dans l'histoire. Et ce qui est paradoxal dans le sport, c'est qu'on passe son temps à parler d'histoire avec un grand H, si je puis dire, de l'histoire des hommes, etc. Et en réalité, on fait jamais d'histoire. Parce qu'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de progrès, et il n'y a que de la répétition. Et or, l'histoire, c'est le contraire de la répétition. L'histoire, c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui y a jamais un événement historique qui est exactement la copie d'un autre événement historique. Ça n'a pas de sens. La prise de la Bastille, c'est la prise de la Bastille. Il n'y a pas une deuxième prise de la Bastille. Ou alors, ça deviendrait un sport si tous les 14 juillet, il y avait une prise de la Bastille, dans exactement les mêmes conditions. Et là, on mesurerait est-ce qu'on l'a fait mieux, est-ce qu'on l'a fait plus rapidement, moins rapidement. Là, ça redeviendrait un sport, sur l'aspect rituel. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Sur un truc qui tourne en rond. Là, non, le sport tourne en rond. D'ailleurs, beaucoup de sports consistent à tourner sur soi-même, quoi. Mais c'est cette circularité qui rend possible ensuite le mythe.
Oui, puis c'est intéressant ce que tu dis aussi là-dessus, parce que c'est pas la performance sportive en elle-même qui peut-être crée le mythe ou la légende, c'est que ce qui va créer la légende ou le mythe, c'est qu'elle va s'articuler autour du récit de cette performance. Et c'est là-dessus qu'on retombe sur le côté transmission orale et exagération peut-être parfois, ou enfin voilà, c'est la nature de récit qui fait que la performance, comme tu dis, bah oui, un match ressemble à un match ou une course ressemble à une course, mais par contre c'est quand tu le recontextualises, quand tu le racontes, quand tu le quand on fait des documentaires, des livres, etc. Toi-même tu l'as fait sur certaines équipes ou certains coachs, mais c'est dans la partie récit et la narration de la performance que naît sans doute le côté mythe et légende, parce que la perf en elle-même, comme tu dis, c'est du sport, quoi. Oui, puis ça reste des mecs qui lancent des ballons, quoi. C'est pas en soi, c'est pas en soi quelque chose qui a une portée historique, quoi. C'est la répétition dans un certain cadre qui va permettre de l'hiérarchiser éventuellement. D'où peut-être la folie du record ou la course poursuite à travers les titres ou les médailles, parce que ça permet précisément de différencier l'indifférenciable. Oui. Tony va rentrer dans l'histoire, ça veut dire qu'il y a personne d'autre qui a commis ça, qui a fait ça. Et tu vois, quand tu parles de la rivalité Jordan-LeBron James, par exemple, c'est intéressant de voir que voilà, Jordan, ça réveille ça réveille le compétiteur qui est en lui. L'idée qu'il y a un autre qui a fait les mêmes choses que lui, ah bah non, il va essayer de montrer pourquoi lui c'était différent. Et comment tu peux le montrer? Qu'à partir du moment où t'as un minimum de connaissance de la culture du jeu, t'as besoin de connaître le basket pour savoir qui est Michael Jordan. T'as besoin de connaître au minimum les règles du basket et au minimum ce que c'est qu'un joueur de basket pour savoir qui est Michael Jordan. T'as pas besoin de savoir grand chose sur l'histoire de la guerre ou l'histoire de l'Europe pour savoir que quand la Russie envahit l'Ukraine, c'est un problème. Oui. T'as pas besoin de connaître tout l'art militaire pour comprendre ça, ou toute la géopolitique. C'est quelque chose qui est immédiat, historique, tu vois. Oui, parce que je veux dire aussi, c'est que les fameuses transmissions de valeurs ou le côté symbole de ces sportifs, c'est que ça part du récit et de la narration qu'on en fait, parce que comme tu dis, une perf, c'est une perf, et Michael Jordan qui met un panier, c'est un mec qui met un panier sur un terrain de basket. D'où l'importance centrale du commentaire. Oui, c'est ça, ouais. Du commentaire au sens large, pas simplement du commentaire en direct, mais du discours sportif, du discours sur le sport. Ouais, du récit, ouais. Parce que c'est lui qui met en forme. C'est lui qui va hiérarchiser, c'est lui qui va classifier, c'est lui qui va mettre en musique tout ça. Et c'est pour ça que quand les joueurs se plaignent des journalistes en particulier, ou beaucoup se plaignent des journalistes, c'est plutôt une forme d'hommage qu'ils leur rendent, quoi. Parce que c'est effectivement indispensable pour comprendre ce qu'est la performance sportive. La performance sans commentaire, elle n'existe pas. En quelque sorte, tu pourrais dire que c'est quasiment les commentateurs sportifs qui ont inventé le sport. Homère lui-même, enfin, l'Iliade est interrompue par des Jeux Olympiques. L'invention des Jeux Olympiques, c'est dans l'Iliade. Et c'est raconté, chanté par Homère. L'idée, c'est que les exploits doivent d'abord être chantés, sinon ils n'existent pas. Et donc il n'y a pas de sport-spectacle. J'entends sport-spectacle parce qu'après la pratique, c'est autre chose. Oui. Quoique, on pourrait dire beaucoup sur les gens qui commentent leur propre jogging, qui font leurs photos sur Instagram. On pourrait dire beaucoup de choses. mais en ce qui concerne le sport-spectacle, il y a évidemment pas il y a aucun sport qui puisse être un spectacle sans le commentaire. Enfin, c'est absolument impossible. Parce que c'est le récit lui-même qui met tout ça en ordre, qui fait tenir tout ça ensemble. Sinon, ce serait des matchs les uns derrière les autres, et puis point. Je dis pas qu'il faille absolument écouter des commentaires en direct, je dis simplement que le cadre journalistique du journalisme sportif et le cadre de tout ce qui est le récit de l'exploit sportif est absolument indispensable pour même saisir ce qu'est l'essence même du sport de haut niveau. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans ce thème-là, à quel point est-ce que le récit peut être puissant? Je crois que je t'en avais parlé quand je t'ai proposé le sujet, mais dans cette transmission, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont jamais vu ou très peu vu Michael Jordan, qui sont prêts à argumenter pourtant que c'est le meilleur de l'histoire. Ou alors, exemple encore mieux, celui de Pelé. Je pense qu'il y a encore moins de gens qui ont vu Pelé à l'époque, qui l'ont vu jouer vraiment, pas des highlights, pas des documentaires, mais il y a très peu de gens qui l'ont vu jouer et qui pourtant sont prêts à parler de Pelé comme un des meilleurs joueurs de l'histoire, et sans doute à raison, mais c'est pour dire aussi à quel point cette transmission et ce récit autour de la performance sportive est important. Ah, mais là tu mets le doigt sur un sujet important, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de parler, de discuter, de confronter.
et que chaque génération a son GOAT. Oui. Et c'est précisément ce qui se joue là, c'est le passage des générations. C'est à nouveau comment rester immortel. Est-ce que le héros que vont admirer nos enfants sera le même que le nôtre? Et finalement, c'est une pensée assez douloureuse, ce sera très rarement le cas. Oui. On aimerait bien qu'ils aient les mêmes admirations que nous, et puis finalement, eux, ce sera autre chose, ce sera quelqu'un d'autre. Parce que nous, on aura vieilli, et voilà, quelqu'un comme Kylian Mbappé peut nous sembler maintenant, surtout en ce moment, peut-être un peu antipathique sur un certain nombre de points. Et pourtant, c'est le héros des cours d'école, et au moins autant que l'était Zidane pour nous, ou Cruyff pour la génération d'avant, et Pelé pour la génération encore d'avant. Le plus grand admirateur de Pelé, c'était Cruyff. Et donc, t'as comme ça des héros qui se succèdent. Alors nous, dans notre mémoire, on mélange tout ça un peu, mais je crois que parce que le sport est là pour qu'on en parle, c'est la grande conversation, quoi. C'est la conversation universelle. C'est précisément le fait qu'on n'arrive pas aussi facilement à faire des hiérarchies qui rend le dialogue possible. Et c'est peut-être pour ça que parfois certains disent « Ah, c'est juste taper dans un ballon et tout ». En fait, non, c'est pas que taper dans un ballon. C'est tout ce qu'il y a autour qui nous intéresse, nous. Bah, c'est juste taper dans un ballon, c'est déjà pas mal. Parce que ce qui le rend déjà... c'est le sport universel par excellence. Il vient de la simplicité de ses règles. Donc oui, c'est juste taper dans un ballon. C'est précisément pour lequel... C'est le seul sport, je crois, dont tout le monde peut parler et dont tout le monde connaît les règles sans même y avoir jamais joué. Ou sans même l'aimer. Je crois que les règles du basket, ça va être plus difficile. Les règles du football, je crois que tout le monde a déjà tapé une fois dans un ballon avec son pied, quoi. C'est quelque chose qui est à la portée absolument de tout le monde. Et donc son universalité vient de cette simplicité-là. Après, cette simplicité, la simplicité des règles n'est pas la simplicité du jeu. Ce sont deux choses différentes. Oui. Et dans le jeu, il y a l'aspect tactique, ludique du jeu, mais il y a aussi l'aspect symbolique. Et effectivement, l'universalité de ce jeu-là fait qu'il a une valeur symbolique très importante. Et c'est ce qui le rend de fait exemplaire, c'est-à-dire qu'il est l'expression de l'époque. Il est l'époque pris dans le football, quoi. Il est l'époque qui se matérialise dans un joueur, un match. Mais en dehors de l'intention. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une exemplarité sans intentionnalité. Oui. C'est-à-dire c'est une exemplarité qui ne veut pas être exemplaire, mais qui l'est de fait. Donc c'est pas quelqu'un qui essaye. Alors certains essayent et forcent un peu. Donc là c'est Jordan ou Mbappé. Tu sens qu'ils ils sont à la fois acteurs et commentateurs de leurs propres exploits. Ce qui fait que t'as une sorte de dissonance qui est parfois un peu compliquée à comprendre. Mais après ce qu'est le rôle du sportif, est-ce qu'il doit en tirer un rôle? Est-ce qu'il a ensuite une fonction politique? C'est à lui de le décider. Mais il est de fait un exemple au sens propre du terme, c'est-à-dire une image mise à la disposition des jeunes générations. Et ça a toujours été comme ça, et ça sera toujours comme ça. Ça changera pas. Et quand ce sera pas les sportifs, ce sera peut-être autre chose. Mais ça a été les héros grecs, ça a été les grands saints, les grands chevaliers, les grands soldats. Et puis maintenant, c'est l'âge du sport, donc ce sont les grands sportifs. Ce sera peut-être les podcasteurs un jour. On ne sait pas. Non, mais il y a déjà les influenceurs. Tu vois, il y a sans arrêt ce besoin d'identification. Il est omniprésent. Oui. Donc c'est après quelle est la valeur quelles sont les valeurs défendues et quelles sont est-ce que ça transcende un peu est-ce que ça transcende la mode, quoi? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui va au-delà de la mode, au-delà de l'instant? Voilà, dans certains cas, certains sportifs oui, d'autres non. C'est intéressant ce que tu disais sur le GOAT aussi, selon les époques finalement, parce que je pense qu'il y a une certaine il y a certains noms pour qui c'est à peu près fixe, on va dire, à travers l'histoire, mais c'est vrai que sur cette question, ça peut varier à travers les années. Et moi, je pense qu'on en revient aussi au thème de la nostalgie, à mon sens, et pas, nostalgie des fans, mais aussi pas que des fans. Et par là, je veux dire que pourquoi est-ce que Jordan, notamment, est vu à ce point de manière intouchable depuis des années et par l'ensemble des observateurs, c'est parce que justement, l'ensemble des observateurs, des consultants, des anciens joueurs désormais commentateurs, des journalistes, des producteurs TV, etc., ils ont tous vécu ça. Ils ont tous vécu l'époque Jordan, notamment. Et l'omniprésence de la marque aussi. C'est très important, ça. C'est ça, ouais. Il n'a jamais vraiment quitté le panorama. Il est toujours omniprésent, Jordan. On a presque eu tendance à oublier le joueur qu'il était. Oui, c'est un peu le problème, ouais. Le mythe est resté, mais le joueur, parfois on a un peu oublié. Mais oui, il y a un effet générationnel. C'est comme Platini, la génération Platini pour la génération qui nous précède, qui me précède moi. T'as une admiration polie, mais
quand t'as pas vécu Séville 82 en direct, quand t'as pas eu... c'est ça, ouais. Voilà, t'as pas la même proximité. Toi, moi, ma génération, ça va être Djorkaeff, Zidane, et je te parlais de 96, 98, de 2000, voilà, avec l'intensité de celui qui l'a vécu. Ça, c'est inévitable. Donc, effectivement, après, dans quelle mesure le mythe sportif est capable de durer? C'est difficile à dire. Je vois le cas de Maradona, par exemple, qui est intéressant, qui a transfiguré l'aspect sportif en aspect politique. Il est devenu une sorte d'étendard, des déshérités, quoi. Il a transcendé un peu son image de footballeur. Pareil, le football, on l'avait un peu oublié, le football de Maradona. C'est un alliage qui est difficile à prédire parce qu'il est par essence imprévisible, mais qui allie à la fois les préoccupations du présent aussi, parce qu'on a besoin d'idoles. De quel type d'idole on a besoin? Moi, je me souviens par exemple très bien dans les années 90, l'opposition entre Platini et Maradona. Les Français n'aimaient pas Maradona, et on disait toujours de Maradona que voilà, c'était un drogué, que c'était un type mal élevé, alors que Platini, lui, était un grand joueur, très, très fair-play, respectueux des autres, etc. Et c'est pour ça que ça m'a amusé au moment de décès de Maradona. On a l'impression qu'en France, tout le monde était tout à coup tombé amoureux de Diego Maradona, alors que traditionnellement, il avait été opposé à Platini dans la mémoire collective. Et parce que peut-être on était en besoin de modèles un peu hétérodoxes, ou un peu peut-être une partie de la jeunesse préfère s'identifier à une canaille qu'à un type bien. Oui. Mais bon, je le dis sans jugement de valeur. Hein, Maradona est objectivement une canaille. Enfin, c'était... À quel point on peut parler de anti-héros d'ailleurs avec lui, parce que comme dans la mythologie, il y a eu des dieux méchants parfois, ou il y avait des. Voilà. À quel point est-ce qu'on peut parler d'anti-héros pour certaines figures comme Maradona par exemple, comme Jordan qui n'était pas toujours le plus sympa tout le temps aussi? Est-ce que ça peut s'appliquer ou pas? Ouais, bien sûr. Parce que les bonnes histoires sont les histoires qui finissent mal, ou les histoires de méchants, quoi. À Schumacher. Ouais, Schumacher, ou les histoires de gens qui ont des imperfections. Achille, l'Iliade se démarre par une bouderie, quoi. Oui. C'est le héros qui boude, chante la colère d'Achille. Tu vois, c'est vraiment le début de l'Iliade, c'est ça. Ulysse, c'est un type pas très fréquentable, qui est un tricheur, qui est un... et tout le parcours du héros, le voyage du héros, c'est la transformation de sa personnalité, ou la transformation de ses qualités ou de ses défauts qui deviennent utiles à son aventure. Jordan, c'est ça. Jordan, c'est en fait, le type était une canaille, mais pour le basket, c'était formidable, et ça a permis d'amener le basket très haut, quoi. Et évidemment, ça pose la question des moyens. La fin justifie-t-elle les moyens? Et c'est là que se repose la question pédagogique. C'est difficile d'en faire des modèles pédagogiques, des sportifs de ce calibre-là. Parce que pour être sportif de ce niveau-là, il faut être sincèrement un peu détraqué, quoi. Tu peux pas faire une société qu'avec des Kylian Mbappé, c'est pas possible, ça. Ou qu'avec des Michael Jordan. Tout le monde finirait par s'entretuer, ça a pas de... Ou qu'avec des Achilles. C'est pas possible, ça. Tu peux pas faire grandir un enfant et c'est un peu le problème maintenant, c'est que tous les parents pensent que t'es un gamin qui est un peu bon au foot, ils pensent que c'est Mbappé. Puis avec tout le discours des parents derrière, on dit ah oui, les parents de Mbappé depuis qu'ils sont petits, ils l'ont aidé, etc., etc. Et c'est un discours très pervers, quoi, qui consiste à dire pour réussir, il faut absolument écraser l'autre, ne jamais rien céder, vivre dans un pays un peu imaginaire, quoi, croire en tes rêves. Enfin, c'est le discours-là, hein, le discours un peu à l'américaine, qui est un discours sur lequel tu peux pas faire de collectif, en fait. Oui, c'est Jordan pour le coup, ça. Oui, c'est Jordan. Mais Jordan ou LeBron James ou Mbappé, tu dis, écoute, c'est à peu près la même chose. Ils vont te dire ça, ils vont te dire, je suis pas supporté qu'un tel me parle mal, donc je lui ai mis, j'ai mes lancers francs. Je sais plus avec qui c'était, là, l'histoire des lancers francs. Avec quel genre c'était qui avait fait ça, Jordan? Les yeux fermés, ouais. Avec Mutombo, ouais. Voilà. Et le trash talking, c'est pas acceptable dans une société, ça. Alors le sport rend possible la mise en jeu de tout ça, de l'agressivité, de la violence, le transforme en jeu. Donc c'est sa force. Mais en même temps, ça c'est aussi sa limite. Dans la société, comment tu fais? Ben, la société, quand t'es pas d'accord, tu vas aller mettre une tarte à un mec ou lui mettre un tacle. Ben non. Non, tu peux pas faire ça. La frustration fait partie de la vie aussi, quoi. Et que tu peux pas, tu construis pas une société comme tu élèves pas des enfants, on n'élève pas des
des citoyens comme tu vas élever des sportifs de haut niveau, quoi, dans l'obsession de la performance, dans l'obsession de je te dis, la suppression de l'autre, l'égotisme le plus fou, le fait de ne pas écouter tes maîtres, le fait, enfin, tu vois, enfin, c'est pas possible, ça. Le sport, en tant que pratique, peut être une école, dans une certaine mesure, une école d'équilibre, mais tout ce qui concerne l'hubris, quoi, le dépassement de soi, l'arrachement, etc., ça, c'est pas possible. Tu peux pas faire une société avec ça. Oui, parce que dans le sport pro, j'ai un peu l'impression que c'est un peu aussi jouer à faire la guerre dans une époque où justement, fort heureusement, on n'a plus de très grande guerre. Il y a un folklore, il y a le folklore guerrier qui est toujours présent, mais ça c'est ça, ouais. Ça c'est inhérent au sport comme agone, quoi, c'est-à-dire comme duel. Il y a toujours eu ça. Enfin, t'as eu des sports beaucoup plus violents dans l'histoire. L'euphémisation de la violence, pour parler pour parler comme Norbert Elias, est consubstantielle à ce qu'est le jeu et ce que sont les sports. Il adoucit la violence, hein. Il adoucit les mœurs, si je puis dire. Ça permet d'éviter de s'entretuer ou de se battre. Voilà, on a fixé des règles à la boxe qui a permis aux gens d'arrêter de s'entretuer. Donc c'est déjà pas mal, Mais est-ce que c'est pour autant un modèle de société? Ça rejoue un peu ce qu'est la société, c'est-à-dire ce qu'est le contrat social. Savoir, il y a des règles communes auxquelles il faut qu'on se plie pour pouvoir vivre ensemble. Je renonce à ma volonté de te tuer et toi tu renonces à la tienne au profit d'un autre État qu'on va considérer comme légitime, à qui on va confier le monopole de la violence, et c'est lui qui arbitrera entre nous les conflits. Ça rejoue un peu ce qu'est le pacte du sport. Mais le sport de haut niveau, c'est encore une autre chose. Pour moi, c'est une autre nature. Le sport de haut niveau, on est effectivement dans le cas de l'héroïsme, et là l'héroïsme, c'est pas de la citoyenneté. L'héroïsme, c'est pas du contrat social, hein. L'héroïsme, c'est absolument pas ça. L'héroïsme, c'est l'hubris, c'est le dépassement, c'est ne pas respecter les règles. Toutes les grandes aventures sont fondées sur une transgression. Oui. Le Seigneur des Anneaux, non, ne sortira pas de la contrée, non, pas l'anneau autour du doigt. Et toutes les grandes histoires sont au point de départ d'une aventure, il y a une transgression. Et ça, dans une société, c'est pas possible. Tu peux pas enseigner ça. D'où le problème de Platon. Oui. Tu peux pas dire je suis pas d'accord avec lui donc je vais l'éliminer, quoi. Comme Achille. Ou Achille qui est payé pour aller, et t'as des descriptions c'est quasiment du Ridley Scott, hein, des descriptions de l'Iliade d'Achille qui découpe ses adversaires, tu vois, enfin les uns derrière les autres. Je sais pas combien il y a de meurtres dans l'Iliade, mais il y en a une bonne centaine, hein. Découpé, il lui découpe le bras, il découpe la jambe, enfin c'est effectivement, tu te poses la question, et c'est marrant parce qu'on se repose la question des jeux vidéo, tu sais. Est-ce que les jeux vidéo déforment l'esprit des jeunes, etc. Et ça, c'est un vieux problème, quoi. C'est qu'est-ce qu'il faut montrer aux enfants, parce qu'on sait que les enfants imitent, c'est par l'imitation qu'ils apprennent, donc qu'est-ce qu'on va leur montrer pour qu'ils apprennent? Ça, c'est le grand enjeu de la pédagogie. Et dernière question, du coup, après je te libère. On a parlé de ça, du récit du sport et de cette mythologie, ces figures, ou avec parfois, du coup, tu en as parlé, hein, de cette sémantique qui parfois peut enrober, peut exagérer. À quel point est-ce que c'est dérangeant ou pas que, du coup, au final, ce récit du sport s'éloigne un peu de ce qu'on va dire est la réalité du terrain? Est-ce que vraiment c'est dérangeant, ou est-ce que c'est finalement un compromis utile pour justement aider à bâtir ce récit commun, en fait? C'est un des éléments du sport. C'est un des éléments, c'est ce qui en fait, à mon sens, sa grandeur. Je crois que le sport c'est d'abord un rapport au monde, avant d'être une activité physique. C'est d'abord une certaine manière de voir le monde. Et donc, au nom de cette certaine manière de voir le monde, tu as plusieurs interprétations possibles. Tu peux t'en tenir, c'est ce qui le rend passionnant. Tu peux t'en tenir exclusivement, par exemple, à la tactique. Tu peux te tenir exclusivement au destin individuel de chaque joueur. Tu peux t'en tenir à la représentativité de telle équipe. Tout ça, et c'est ce qui en fait une forme. Pour moi, c'est une forme d'humanisme, le sport. C'est-à-dire qu'au croisement de toutes les disciplines, il y a l'homme. Il y a l'homme qu'on essaie de comprendre, saisir dans son activité, dans ce qu'il fait, dans ses choix. Et tu vas avoir un filtre sociologique, un filtre tactique, un filtre historique, un filtre philosophique. Et tout ça contribue, un peu comme si on éclairait une statue, selon différents angles, tu vois, avec différentes lumières. Et au centre, et ça, il faut lire un peu Foucault, même si Foucault dit le contraire, mais en réalité, mais au centre, c'est l'homme. Au centre de toutes ces disciplines-là, c'est l'homme qu'on observe. Ce qui rend, à mon sens, le phénomène sportif très compliqué à analyser, parce qu'il demande
effectivement de connaître un peu toutes ces disciplines-là pour en prendre toute la mesure. Souvent, nous, on considère que le sport, c'est des règles du jeu et puis des résultats, quoi. Voilà. Sauf qu'on se rend compte que quand on creuse et quand on voit l'importance que peut prendre le sport dans nos sociétés, il va bien au-delà de la question du score et du résultat. Ça va bien au-delà de ça. Et parfois, on est un peu désarmé face à l'ampleur d'un tel phénomène. Ok. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Thibaut, d'avoir accepté cette invitation et merci beaucoup d'être venu en parler sur le Basket Lab. Je t'en prie, avec grand plaisir. Désolé pour mes limitations en basket. Non, pas de souci. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que c'est une façon de traiter le basket totalement différente de ce qu'on fait sur le Basket Lab. J'espère toutefois que ça vous aura plu. Comme vous l'avez vu, avec Thibaut, on a même pu aborder le cas de plein d'autres figures en dehors de Michael Jordan. Je crois que notre rapport aussi à certaines stars du foot, un sport encore plus mondialisé, est un peu similaire. De mon côté, je vous encourage aussi vivement à lire les œuvres de Thibaut Leplat que moi personnellement j'aime beaucoup, notamment le livre sur Guardiola, Pep Guardiola, éloge du style, et également Football à la française, que je recommande aussi assez régulièrement, qui est un livre qui retrace l'histoire du foot français et notamment sa construction, à la fois médiatique mais aussi d'un point de vue du jeu. Et donc, nous, pour la prochaine fois, après ce premier numéro de la trilogie Michael Jordan, on va tout simplement enchaîner avec le deuxième numéro de cette mini-trilogie. Et après avoir parlé de cet aspect un peu philosophique, du mythe, des légendes et des grandes figures sportives, la prochaine fois, on va parler de littérature, de récits et de narration du sport. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Encore une fois, un grand merci à Thibaut Leplat d'être passé sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.